Bienvenue aujourd'hui, direction la Sicile. On va plonger au cœur de Palerme pour comprendre un peu mieux cette lutte contre Cosa Nostra. Oui, on va s'appuyer sur un documentaire assez fort qui montre bien l'emprise de la mafia, surtout via le pizzo, ce racket systémique, mais aussi, et c'est important, les résistances qui émergent. Et le point de départ, c'est assez spectaculaire, hein, l'arrestation de Salvatore Lo Piccolo en 2007. Un chef mafieux en cavale depuis presque 25 ans. Exactement, un gros coup pour la mafia. Donc l'idée, c'est de voir un peu comment ça fonctionne, cette organisation, la peur qu'elle installe, et surtout comment certains essayent de briser ça. Avec l'aide de l'État aussi. Alors, commençons par ce fameux pizzo. Les chiffres sont dingues, hein. On estime que 8 commerçants sur 10 à Palerme payent cet impôt de la peur. Oui, c'est énorme. On parle de plus d'1 milliard d'euros par an. C'est une véritable économie parallèle, basée sur la terreur. Et dans le documentaire, on voit bien cette peur, non? Les commerçants qui esquivent les questions. Ah oui, c'est flagrant. Beaucoup de silence, de regards baissés, l'omerta. Et à côté, vous avez un gamin qui dit très calmement « Ben, si tu paies pas, il te tue ». Terrible lucidité. C'est fou. Et comment on passe de cette ambiance de plomb à un refus? Qu'est-ce qui fait qu'un type comme Vincenzo Conticello, le restaurateur là, de l'Antica Focaccia, Un lieu historique à Palerme, oui. décide de dire non? On lui demandait 50 000 euros puis 500 par mois. C'est pas rien. C'est là qu'on voit la force individuelle. Son refus, c'est déjà quelque chose. Mais ce qui est historique, c'est son témoignage au tribunal. Il nomme ses racketteurs, devant tout le monde. Ah oui, ça. Pour un commerçant sicilien, c'était du jamais vu, non? Une première. Évidemment, c'est un coût énorme pour lui. Il vit sous protection rapprochée, 24h/24, la vita blindata, comme ils disent. Une vie blindée. Mais il le dit lui-même, hein, je me sens encore un homme libre. Et son geste, ça a vraiment eu un impact, ça en a inspiré d'autres. Et il y a aussi cette autre figure incroyable, Pino Ragnacci, le journaliste de Partinico, avec sa toute petite chaîne télé, Télé Giatto. Ah, Magnati. Lui, c'est encore autre chose. Un combat frontal, médiatique. Il balance les noms des mafieux locaux, le clan Vital, direct à l'antenne. C'est Extrêmement risqué quand même. C'est plus que risqué. Il vit sous menace constante. Il a été agressé physiquement, on le voit à l'antenne avec un œil au beurre noir. Sa voiture a été incendiée, on a menacé son fils. Il continue. Il travaille avec ses enfants en plus. Il continue. Sa phrase, c'est « Ils devront me tuer pour m'arrêter ». Il a une rage, une détermination. C'est viscéral. Il dénonce même comment l'image de la mafia est exploitée, à Corleone par exemple. Une détermination folle. Bon, face à cette mafia si présente, si violente, qu'est-ce que l'État peut faire concrètement? Est-ce que les nouvelles technologies, ça aide? Ah oui, énormément. Le documentaire montre bien l'usage massif des écoutes, des micros ou des caméras cachées. C'est pas juste pour faire joli donc. Pas du tout. Les chiffres parlent. Environ 500 arrestations liées aux rackets en 3 ans, juste avant le reportage. On voit des scènes de flagrants délits filmés. C'est très concret. La technologie, ça permet d'avoir des preuves directes, de contourner un peu l'omerta. Et l'arrestation de Lo Piccolo dont on parlait au début, ça a servi à quoi? Au-delà du symbole. Ça a été une mine d'or pour les enquêteurs. Ils ont trouvé ces archives, les fameux pizzini. Ces petits papiers roulés. Exactement. C'était leur système de communication interne, crypté à leur manière. En analysant ça, on a compris beaucoup de choses sur la structure, les ordres, les finances, et même une sorte de code du parfait mafieux. Des règles de conduite très strictes. Un règlement intérieur de la mafia en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Incroyable. Et cette surveillance, elle a des effets concrets sur l'économie locale aussi. L'histoire de la mafia de la viande. Oui, c'est un bon exemple. Cosa Nostra avait obligé les bouchers de Palerme à augmenter leur prix. Pourquoi? Pour qu'ils puissent payer le pizzo. Donc en gros, c'était les clients qui finançaient le racket sans le savoir. Voilà, en achetant leur viande plus chère. Le démantèlement de ce réseau, grâce aux écoutes et à la surveillance, ça montre bien comment la mafia s'infiltre partout et comment l'action policière peut avoir un impact direct. On sent donc que les choses bougent un peu. L'équilibre est fragile, mais la peur commence peut-être à changer de camp, même si c'est lent. C'est exactement ça. C'est lent, c'est fragile, les arrestations font mal, les actes de résistance comme ceux de Conticello ou Magnassi donnent du courage. Et puis, il y a ces initiatives symboliques fortes. Comme cultiver les terres confisquées à la mafia. Oui, ces coopératives souvent aidées par des jeunes qui viennent d'ailleurs, en Italie, pas forcément des Siciliens, et ce n'est pas simple pour eux non plus, hein. Ils subissent des intimidations, on essaye de brûler leurs récoltes. Ou la démolition de constructions illégales par l'armée, comme cette ferme du clan Vital, celle que dénonçait Magnazzi. Oui, des images très fortes, des symboles importants.
Mais il faut rester prudent. La menace est toujours là. Le fait que Conticello et Magnazzi aient besoin d'une protection constante, ça le montre bien. Tout à fait. La mafia est touchée, mais elle reste capable de frapper fort. Quand on voit le fils de Totorina sortir de prison et se balader tranquillement à Corleone, ça crée un malaise, même chez les policiers. Donc pour résumer, on a des avancées, des succès indéniables, portés par des gens courageux et par une action policière qui s'est modernisée. Mais Cosa Nostra est loin d'être à terre. La peur est encore très présente. Oui, et ce qui est fascinant, je trouve, c'est cette tension. D'un côté, une organisation qui fonctionne encore avec des codes anciens, presque archaïques, comme ces Pizzini, pour maintenir sa cohésion et sa terreur, et de l'autre, toute la technologie moderne de surveillance et surtout la détermination de quelques individus qui osent parler. Comme ce téléspectateur de Telegiato qui, inspiré par Magnacci, a fini par dénoncer. Exactement. Alors, la question qui reste peut-être, c'est comment cette vieille structure, avec ses méthodes d'un autre temps, arrive-t-elle encore à peser si lourd, à inspirer une telle peur aujourd'hui? Ça laisse songeur.